Lyon, octobre 2010, une ville en état d'insurrection. Près de 400 CRS ont pris possession du centre. Parmi eux, le commandant Pierre Norbert dirige les opérations. 3 boxeurs de front de chaque côté et un groupe de chaque côté, ça te fait une section. Tu laisses juste un espace pour mettre tes 2 groupes. Ok, je gère. Dans les rues, des milliers de jeunes qui manifestent contre la réforme des retraites. Mais depuis 2 jours, leur protestation dégénère en émeute. Lyon n'a jamais connu autant de violence. Les jeunes veulent en découdre. Aujourd'hui encore, la confrontation avec les CRS semble inévitable. Le commandant Norbert, lui, n'a qu'une priorité, éviter que les lycéens ne soient blessés lors des affrontements avec ces hommes. Ce qui nous intéresse, c'est de gérer et de cibler les meneurs, les agitateurs, même les plus jeunes, de les extirper, de les sortir de la manifestation, de les interpeller donc. Mais en aucun cas, on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble de la population jeune, l'ensemble des lycéens. Une mission d'autant plus délicate que très vite, les CRS, reconnaissables à leur casque à bande jaune, sont pris pour cible par les jeunes en colère. Armés de lacrymos, protégés par leurs boucliers, ces spécialistes du maintien de l'ordre encaissent les jets de bouteilles et de pierres sans broncher. Jusqu'au moment où l'ordre tombe, venu de la préfecture. On y va, on charge, pas de gymnastique, vous me suivez. Allez. Face à l'assaut des policiers, c'est la panique chez les lycéens. Et pour ceux qui ne s'enfuient pas assez vite, c'est distribution de coups de matraque. Mais les jeunes n'ont pas dit leur dernier mot et se retrouvent un peu plus loin dans les rues commerçantes. Les magasins sont dévalisés les uns après les autres. Une véritable razzia. Des voitures sont systématiquement vandalisées. Progressivement, les jeunes les plus durs se regroupent et convergent vers la place Bellecour, la plus grande de Lyon. C'est là que les attend le commandant Norbert, avec près de 200 hommes. Il sait que l'affrontement est imminent et organise ses troupes. Donc il faudrait 1 ou 2 groupes supplémentaires. Au niveau donc de la rue Gasparin, avez-vous reçu? Pour les hommes du commandant Norbert, la situation est particulièrement tendue. En se rendant sur la place Bellecour en chantier ces jours-là, les jeunes et les casseurs n'ont pas eu de mal à trouver des munitions. Regarde la ligne! Ils se sont ravitaillés en projectiles, en cailloux, et ils viennent au contact des forces de l'ordre qui sont positionnées tout autour de la place Bellecour. C'est une bataille rangée qui s'engage. Les CRS sont harcelés sur tous les fronts. Pour contrer les casseurs, ils répliquent par des tirs de lacrymogènes, l'arme favorite des CRS. Ce jour-là, plus de 200 grenades lacrymogènes vont être lancées. Saturé de gaz, Bellecour devient totalement irrespirable. Et ce que redoutait le commandant Norbert arrive. Un jeune homme gît à terre, inconscient, et semble grièvement blessé. Il faut agir. Tiens. Évacuez là, évacuez, évacuez, faites évacuer. Le problème pour le commandant, c'est qu'en voulant secourir le blessé, il s'expose. Ces hommes sont pris pour cible et les casseurs se rapprochent dangereusement. Actuellement, on est en train d'être agressé par des jeunes qui reviennent sur nous là. Le jeune homme revient à lui, mais apeuré, son premier réflexe est de s'enfuir avant à nouveau de perdre connaissance. Il est évacué en urgence et sans ménagement. Allez les gars, on recule, les gars, reculez. On recule là, allez, on se remplit les gars, allez. Ça va monsieur là? Il y a pas du gaz? Apparemment, il serait victime d'une crise d'asthme. Bon, apparemment, il a du mal à respirer, ça a l'air d'aller mieux là. Une catastrophe vient d'être évitée de justesse. Pourtant, les émeutes sont loin d'être finies. À 17h, la majorité des jeunes a quitté la place. Mais une poignée d'irréductibles continue d'harceler les policiers. Pour les faire fuir, le lanceur d'eau entre en action.
C'est la première fois en France qu'une telle machine est utilisée. Son jet peut renverser un homme. Pourtant, ce jeune au pantalon blanc semble la défier sans crainte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le camion dispose également d'une caméra embarquée haute définition. Et même s'il s'enfuit, les CRS pourront l'identifier dans la foule, à plus de 100 mètres de là. Petite taille, pantacourt Adidas blanc, Ouais, masque blanc, d'accord. petite Masque taille, blanc, ok. 1m50 à 1m60. On doit l'avoir en vidéo normalement. Ils Ouais, c'est sûr. On l'a pris. Ils On l'a l'ont pris. annoncé, hein. C'est ce dispositif qui permit ce jour-là d'arrêter des dizaines de casseurs. Tu te tais, tu te laisses. Ça marche. Merci, c'est super. Après 3 jours de confrontation avec les CRS, le bilan des émeutes lyonnaises fait état de 150 voitures vandalisées, 100 magasins dégradés, des dizaines de personnes blessées chez les manifestants contre 27 dans la police. Les forces de l'ordre ont effectué plus de 300 arrestations et 32 personnes ont été mises en examen. Pour les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, une saison particulièrement chaude s'annonce. Aujourd'hui, elle compte 14 000 hommes répartis dans 61 compagnies. Leur mission, rétablir l'ordre et venir à bout de tous les débordements de violence sans prendre de gants. Ah là, ça va péter. Nous, c'est ça qu'on aime. Voilà. Pendant plusieurs mois, à l'occasion du mouvement contre la réforme des retraites, mais aussi dans les cités de la banlieue parisienne, nous avons suivi le quotidien très particulier de ces policiers. Vous allez découvrir Philippe Égé, commandant de la compagnie 61 basée à Vélizy, en région parisienne. On ratisse, on fait une vague de refoulement, hein. Je vous donne la progression et on ramène tout ce beau monde gentiment sur le boulevard Voltaire. Il a été au cœur de l'un des événements les plus graves des mouvements sociaux de cet automne. Au sein du PC de la préfecture de Paris, vous verrez comment est gérée et contrôlée une manifestation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Écartez-vous! Nadia, 28 ans, est l'une des seules femmes CRS en France. Dans ce monde d'hommes, elle va pourtant prendre le commandement d'une section. Là, on va faire repli. Pour l'ensemble, marche! Comment va-t-elle être acceptée? Et comment va-t-elle réagir, plongée au cœur de la violence des banlieues? Les CRS, c'est une famille, c'est un ensemble, c'est un groupement qui est réuni et qui est prêt à servir, mais jusqu'au bout, quoi. Si on doit mettre des mots, ouais, jusqu'à la mort, s'il faut. Et enfin Olivier, fils de militant socialiste et CRS depuis 13 ans. Effectivement, CRS dans une famille de gauche entre guillemets, hein, effectivement, ça, on peut pas dire que ça a fait l'unanimité. Hein. Comment ce père de 2 enfants concilie-t-il sa vie de famille avec des missions dangereuses qui le poussent sur les routes 8 mois par an? Rencontre avec ces hommes et ces femmes, passionnés par leur métier et qui sont pourtant les flics les plus détestés de France. Rennes, 8 h du matin. Le lieutenant Nadia, 28 ans, donne l'assaut à un groupe d'hommes retranchés dans un parking. En réalité, ces hommes sont des policiers. Nadia vient de commencer son stage au centre de formation des CRS. Après 2 masters de droit, et parce qu'elle était bien classée à l'école de police, Nadia a choisi d'intégrer ce corps. Écartez-vous! Écartez-vous! Là, on va faire un mouvement, on va faire repli. Pour l'ensemble, marche! C'est l'une des 10 femmes CRS en France, parmi près de 14 000 fonctionnaires. Le corps le moins féminisé de la police. C'est pas très féminin comme tenue. Non, c'est la tenue Robocop. J'appelle ça la tenue Robocop. Ouais, c'est la carapace. Et c'est la première qui accepte d'être filmée par une équipe de télévision. Nadia va devoir montrer ses capacités à commander et à gérer 70 hommes dans les pires situations. Un véritable défi qu'elle n'est pas sûre de parvenir à relever.
C'est une possibilité de se dire, d'arriver à la fin du stage et de s'apercevoir, moi c'est ma crainte, et de se dire, bon bah finalement, je suis pas faite pour ça. Là pour le moment, je suis dedans, ça me plaît et je ferai tout pour que ça marche. Votre attention s'il vous plaît. Sous la direction du major Alain Legoc, son instructeur, Nadia doit se familiariser avec le danger, le quotidien des CRS. Ici, chaque exercice s'inspire d'événements réels. Cette fois, il s'agit de se sortir d'un guet-apens en banlieue parisienne. Attention, dans les cités, ils ont une imagination débordante. Des collègues sont retrouvés confrontés à 2 poubelles en plein milieu de la voie. Le problème, c'est qu'ils avaient supprimé, évidemment, les roulettes, ils avaient blindé la poubelle, et quand le véhicule est arrivé, en voulant passer entre les deux, le véhicule s'est retrouvé bloqué, d'accord ? Cette histoire s'est passée quelques semaines plus tôt. Alors les policiers rejouent la situation. Il y a un coup de feu. Allez, on descend. Non, pas de ce côté-là. De l'autre côté. Non, on descend. Ici, les balles de tennis remplacent les bouteilles et les pierres. Putain, j'ai partout là. Mais quand le combat s'intensifie, on s'y croirait. Recule. 10 minutes plus tard, le groupe a déblayé le barrage et quitte les lieux. Premier pas un peu difficile pour Nadia. Le parcours stress est l'étape la plus redoutée de la formation. Les CRS doivent avoir des nerfs à toute épreuve. La séance qui s'annonce va être particulièrement éprouvante. Le masque sert à recréer la sensation de claustrophobie qu'ils risquent de ressentir lors d'un mouvement de foule. Tu vois rien et tu essaies de respirer avec le masque. Donc c'est particulier, c'est sensation d'étouffement. Et tu te concentres sur ta respiration. Tu te concentres sur la respiration ? Ouais, histoire de ne pas être en panique tout à l'heure. La résistance mentale de Nadia va être évaluée sur un parcours du combattant de 30 minutes. Les stagiaires vont être malmenés, bousculés, frappés et jetés au sol. Nadia garde son sang-froid et résiste comme les hommes. Et quand elle peine à franchir l'obstacle, ses collègues lui viennent en aide. Allez, aidez Nadia là, il faut les bien passer, allez. Allez, on l'aide, allez. C'est bon. Car ils doivent finir l'exercice ensemble. L'esprit de solidarité est primordial chez les CRS. C'est cette valeur qui a attiré Nadia dans ce corps très particulier de la police nationale. Épingler définitivement le sigle CRS sur son uniforme serait pour elle comme entrer dans une famille. C'est chez les CRS que j'ai découvert le maximum d'humanité et le maximum de sociabilité, quoi. La force des CRS, c'est le groupe, l'unité. Des CRS, un CRS seul, c'est rien. Sa force, c'est le collectif. Et les CRS, pour moi, c'est une famille, quoi. Je peux dire que bah ouais, c'est une seconde famille. Mais pour devenir officier, Nadia va devoir tenir encore 15 jours de stage. 15 jours d'épreuve, avec des exercices jour et nuit. Va-t-elle résister à ce régime commando ? Vélizy, en banlieue parisienne. Devant ce bâtiment flambant neuf, 150 hommes au garde à vous. Ils appartiennent à la compagnie républicaine de sécurité numéro 61. Garde à vous. C'est le rassemblement du début de journée, un rituel propre au CRS. 12h50, 13h50. Le patron, comme le surnomment ses hommes, c'est lui, le commandant Philippe Égée. Un rassemblement très militaire. Pourtant, le commandant, très fier d'appartenir au CRS depuis 25 ans, apprécie peu la comparaison. C'est très militaire comme fonctionnement, une compagnie de CRS. Si on veut, il n'y a pas que les militaires qui sont capables d'avoir de la rigueur et de la discipline.
Aujourd'hui, la 61 est réquisitionnée pour une grande manifestation contre la réforme des retraites qui aura lieu cet après-midi à Paris. Mais avant de partir, le commandant va faire le tour de ses services pour vérifier les derniers détails. À commencer par la cuisine. Bonjour messieurs. Un élément primordial dans la vie des CRS. Dans ces marmites, le repas qui sera servi dans quelques heures sur le terrain. Allez, bon courage. Je vois que tout le monde est en plein boom. Bon courage et à tout à l'heure. Tous les véhicules ont été révisés. Ils sont encore en train de changer un cardan là. Pour un véhicule qui... Avant de partir. Chez les CRS, les commandants comme Philippe Égée sont de vrais chefs d'entreprise. Entièrement responsable de sa compagnie, le commandant dispose d'un budget annuel de 600 000 € pour tout gérer. Des bâtiments jusqu'aux ressources humaines. Un fonctionnement unique dans la police. On est loin du métier de CRS. Le métier de CRS, c'est une chose. Le métier de commandant d'unité, c'est tout autre chose. C'est bien évidemment la mission de police, mais c'est aussi la gestion d'une unité. Au sous-sol, dans les vestiaires, les hommes se préparent. Parmi eux, Yannick. Il y a 4 ans, il a choisi de quitter la police de l'air et des frontières pour intégrer les CRS. Une fois qu'on est CRS, qu'on a goûté à ce métier, ses avantages, ses inconvénients, puis l'esprit de camaraderie, forcément, dans nos petits cœurs, CRS un jour, CRS toujours. Hop. Yannick, accompagné de son collègue Olivier, rejoint le véhicule qui va le conduire à Paris. Bon, faut que je trouve mon véhicule. Avant le départ, revue de détails de leur équipement. Les CRS sont les plus protégés et les mieux armés des policiers. Gilet pare-balles, obligatoire en toutes circonstances. Gilet tactique pour protéger les épaules. Jambière et un pistolet en cas de force majeure. Car l'arme privilégiée des CRS, c'est plutôt le tonfa. Cette matraque en polycarbonate d'origine japonaise. Si c'est mal utilisé, c'est pas le tonfa qui va casser, je pense que ce sera plus la jambe d'en face. Donc à utiliser avec beaucoup de précautions, mais très efficace. Oui. Et pour finir, le casque à bande jaune, aussi lourd qu'un casque militaire. Et là, on peut aller au combat. Voilà. Restent les munitions, et pour les CRS, ce sont essentiellement des grenades. Alors ça c'est une grenade MP7, donc en grosso modo c'est la lacrymogène. Il y a 7 plots à l'intérieur qui vont exploser et qui vont diffuser de la lacrymogène. Donc c'est assez puissant, c'est efficace aussi. Ouais. Ça on appelle ça la DMP, donc ça c'est entre guillemets la plus dangereuse. Donc à l'intérieur elle est composée de 12 plots de caoutchouc qui vont exploser en fait au moment de la détonation. Donc ça fait un bruit de 100-110 décibels, donc c'est très impressionnant. Et surtout les petits caoutchoucs, là, ça part dans tous les sens, donc ça fait mal. Yannick et les hommes sont fin prêts. Il est midi, une colonne de 17 véhicules quitte le cantonnement de la 61 en direction de Paris. Nous sommes le 7 septembre. Depuis ce matin, des manifestants arrivent de toute la France. C'est un énorme cortège de mécontents qui attend Yannick. On attend quand même pas mal de monde, donc c'est vrai que par rapport à ça, ça peut être particulier. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours une petite part d'appréhension, mais bon, ça devrait aller quand même. Au même moment, dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris, l'ensemble de l'état-major de la police est rassemblé. Une trentaine d'écrans sont reliés aux 400 caméras réparties dans les endroits stratégiques de la capitale. Qualité haute définition, pilotable à distance. Celle-ci est fixée au sommet de la colonne qui domine la place de la Bastille. Mieux encore, de cette salle de commandement, on peut également se connecter aux 12 500 caméras du métro et de la SNCF. Notre équipe a été acceptée dans le cœur de ce dispositif de sécurité très sensible. C'est ici que l'on décide quand les CRS doivent charger. Et vous allez découvrir pour la première fois comment se gère en temps réel une manifestation et les quelques 1500 policiers sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le commissaire Nadège Marc qui coordonne les unités CRS. Excuse-moi, tu sais où on en est du départ du cortège? Il part à l'instant. Il part à l'instant? Merci de l'information. Merci. C'est elle qui va notamment diriger l'action de la compagnie de Yannick et du commandant Égée.
après liaison avec le 2e district, on nous demande de positionner la CRS 61 dans le boulevard de Charonne, tête de convoi en direction de la place de la Nation. Pour la 61, la première mission est de prendre position à l'arrivée de la manifestation. À cet instant, les premières informations fournies par la salle de commandement sur l'ampleur du cortège annoncent entre 70 et 90 000 personnes. Pour Philippe Égée, la situation est sous contrôle. A priori, ça s'annonce très calme. Voilà, a priori. Mais, comme je viens de le dire au chef de section et aux officiers, on est toujours sur nos gardes. Jusqu'ici, tout va bien. Mais en général, c'est souvent en fin de journée que les manifestations dégénèrent. D'autant qu'aujourd'hui, contrairement aux informations dont dispose le commandant, ces hommes devront gérer un cortège de 120 000 personnes. La France est dans la rue et pour les CRS, la situation va très vite se compliquer. Sur le terrain, la manif prend du retard. Yannick et Olivier, eux, commencent à trouver le temps long. Mais ils en ont l'habitude. Chez les CRS, il n'y a pas d'horaire. 2 heures de retard. Je sais même pas quelle heure il est, faut dire. Ah ok. Bon bah c'est... On est un peu le foot. On ne peut pas prévoir de rendez-vous ou même des repas chez des amis, c'est très difficile à prévoir. Donc après, c'est vrai qu'il faut avoir une compagne très conciliante. Ouais. La famille, c'est les CRS, hein. C'est un peu ça, oui. Donc le dîner aux chandelles ce soir Avec les collègues, dans le véhicule. Il est 19h. Les manifestants arrivent à Nation et se dispersent apparemment dans le calme. Yannick et Olivier, eux, n'ont pas eu à intervenir. Et c'est le repas aux chandelles qui est livré. Il vient directement des cuisines de la compagnie 61, au menu du poisson et des pâtes. En général, on mange pas trop mal quand même. Voilà. Je suis content. Pour les CRS, les repas sont de vrais moments de détente. Puis on sait pas justement quand ça va finir, donc faut mieux prendre quelques forces. Yannick ne croit pas si bien dire. Car de l'autre côté de l'immense place, un groupe de récalcitrants bloque la circulation et commence à s'en prendre aux automobilistes. À la préfecture de police, ce qu'on découvre sur les écrans de contrôle inquiète particulièrement le commissaire Marc. D'autant plus que la 61 est la seule compagnie de CRS encore disponible. D'accord. Le commandant Égée et ses hommes doivent intervenir. Ils sont immédiatement informés par radio. Vous allez être employés afin de remettre la soixantaine de personnes sur le trottoir afin de dégager la place de la Nation, la circulation véhicule. 10, 20, 30 et 40 Charlie de Verneau. Donc dès à présent, l'ensemble du personnel se tient prêt à faire mouvement. Ah là, ça va. Voilà. Son gilet rapidement enfilé, Yannick va retrouver les hommes qui se pressent autour du commandant Égée pour prendre les ordres. On ratisse, on fait une vague de refoulement. Hein. Je vous donne la progression et on ramène tout ce beau monde gentiment sur le boulevard Voltaire. C'est bon? Voltaire, c'est celui-là, là? Voltaire, c'est celui-là. Premier, là. C'est parti. Allez, en ligne sur un rang, la une. On coupe la circulation. Alors que les CRS prennent position, Yannick, lui, souhaite que la situation ne dégénère pas. Bon là, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, que ça va revenir dans le calme et puis ce sera aussi bien pour tout le monde. Mais pour Yannick, comme pour son commandant, cette soirée parisienne va être beaucoup plus agitée qu'il ne l'aurait souhaité. Contrairement aux hommes de la 61, Nadia, elle, est très loin des manifestations qui secouent la France. Elle termine sa formation par un entraînement grandeur nature qui mobilise plus de 300 CRS. Cette fois, c'est le commandant Durand qui dirige l'exercice. Bon, pas tous, prudence, prudence, il y a de nombreux projectiles. Le scénario du jour, un sommet international contrarié par la présence de militants d'extrême gauche. L'objectif de Nadia est de protéger la zone où se trouveraient les chefs d'État. Là, vous avez des adversaires relativement violents qui nous envoient des projectiles. Donc là, on a positionné un barrage et on essaie de les faire reculer.
avec le lanceur d'eau. Et comme à chaque exercice, chacun prend son rôle très au sérieux. Une bataille rangée entre CRS et militants qui n'atteindra jamais la violence du sommet de l'OTAN en 2009. Nous sommes à Strasbourg et ce bâtiment en feu, c'est le poste des douanes. Ce jour-là, face aux 45 compagnies de CRS mobilisées, les Black Blocs. Ces militants de l'ultra-gauche venus de toute l'Europe maîtrisent parfaitement les techniques de guérilla urbaine. Pendant 48 heures, les CRS vont vivre les pires moments de leur carrière. Tirs de fusée, affrontements répétés et même caillassage en règle, coincé sous une voie ferrée. Les CRS sont devenus des cibles. 9 d'entre eux seront blessés lors de ce sommet. Mais les dangers et les risques, tout cela n'entame pas la détermination de Nadia. Les CRS, c'est une famille, c'est un ensemble, c'est un groupement qui est réuni et qui est prêt à servir, mais jusqu'au bout, quoi. Si on doit mettre des mots, ouais, jusqu'à la mort, s'il faut. Un discours étonnant dans la bouche d'une jeune femme. Lieutenant, comment à 28 ans on peut vouloir donner sa vie pour une nation? Comment à 28 ans on peut donner sa vie pour une nation? Parce qu'on en fait partie. Parce qu'on en fait partie tout simplement et qu'on a envie de la défendre. Et que tout ce qui peut éventuellement y porter atteinte, ben, on cherche à le protéger, quoi. C'est comme une mère avec ses enfants, c'est comme un frère avec sa sœur, c'est comme un ami avec un ami. Nadia ne s'abandonnera pas longtemps à ses élans de patriotisme. On se reconditionne car la compagnie est engagée à Rouen. Donc... Coup de théâtre, l'exercice est stoppé, séance tenante. On y va, allez. La compagnie du commandant Durand est appelée d'urgence pour une manifestation étudiante. L'actualité prend le dessus, hein. Absolument, c'est l'actualité. On est dans une actualité qui est un peu tendue en ce moment, mais il n'y a pas de problème. Les CRS sont prêts à partir. C'est la force des CRS, c'est leur mobilité et réactifs, toujours prêts à partir. J'ai presque envie de vous suivre. Embarquement pour la compagnie. Nadia, cette fois, ne sera pas de la partie. Elle doit encore patienter. Elle aura sa première affectation dans 1 mois, si tout va bien. Un petit peu frustrée de les voir partir. Là, ils s'en vont dans la réalité et moi, je suis là. Je suis encore en formation. Voilà. Mon tour viendra, il aura l'occasion de venir et de revenir. Quelques jours plus tard, dans le sud de la France, nous retrouvons Nadia, qui profite d'une permission pour rendre visite à sa mère. Elle a une grande nouvelle à lui annoncer. La jeune femme a 8 frères et sœurs, tous nés en France. Ses parents sont arrivés d'Algérie dans les années 50. Son père est décédé voici 10 ans et sa mère Ouria est toujours heureuse de la retrouver. Même si elle ne connaît pas tout du métier de sa fille. Ce que Nadia veut annoncer à sa mère et à sa sœur Zora, c'est que dans quelques jours, elle sera enfin CRS. Pour la première fois, elle montre à sa mère sa photo en uniforme d'intervention. Bon attends, ça va bien, tout le monde me dit quand même pas bien, j'en sais rien moi. Il y en a ça fait 5. Il y en a ça fait 5. Des fois, je pense à elle. Quand j'ai le temps comme ça à parler dans le téléphone, alors là, il y a quelque chose dans une boule là, dans le cœur. Allez, tu vas pas pleurer. Quand ça commence à parler, il m'appelle, ça va maman, après les boules, ça commence à partir. Voilà. Bah oui. Voilà. Mais t'inquiète pas, ça se passe bien. Hein? Voilà. Bah oui. Voilà. Et Ouria n'est pas au bout de ses surprises. Elle ne sait pas non plus que Nadia évolue dans un environnement exclusivement masculin. Moi, là, je travaille avec 140 hommes. Ah, tu travailles pas avec les hommes? Je travaille qu'avec les hommes. Qu'est-ce que ça te fait? C'est pas le choix, non? Si. Si, tu as le choix. Ah, mais j'ai le choix, c'est moi qui ai décidé de partir là-dedans. Il n'y a que des hommes. Pour le moment, oui. Les gens que je commande, les gens avec qui je travaille, les bonhommes que je commande, comme Abdo par exemple, Oui. et ben, il n'y a que des hommes. C'est que des hommes. Il n'y a pas de femmes dedans. Il n'y a pas de femmes. Il y a une secrétaire. Il y a une secrétaire quand même. Mais elle n'est pas sur le terrain. Je vais parler avec elle des fois. Zora est l'aînée de Nadia. Elle aussi a eu du mal à comprendre les motivations de sa petite sœur.
Moi, c'est vrai, quand j'ai appris qu'elle souhaitait rentrer chez les CRS, que ça y est, elle avait changé, c'est vrai que ça m'a étonnée. Et moi, ma crainte, c'était qu'elle ne soit pas acceptée. Voilà, qu'elle subisse certaines choses, quoi. Après, moi, elle subisse du racisme, voilà, c'est le cas de le dire. Moi, dans ma tête, ouais, je me suis dit peut-être ils vont avoir du mal à m'accepter. Non seulement je suis une femme, en plus je suis issue d'immigration, même si je me considère française avant tout, je suis française, voilà. Maintenant, oui, j'ai des origines, je les assume entièrement. C'est vrai que j'ai eu cette petite question, cette petite crainte. Et puis finalement, non. J'ai jamais ressenti un comportement étrange ou un comportement par rapport à mes origines. Son stage terminé, Nadia doit être envoyée dans l'une de ses toutes premières missions en banlieue. Quand elle reviendra voir sa mère, tiendra-t-elle le même discours? Retour à Paris, où la compagnie du commandant Égée doit faire face à un groupe de manifestants récalcitrants. Comme à chaque fois qu'une intervention comporte des risques, le commandant prend soin de tout faire filmer. Pas pour traquer les agresseurs, mais pour témoigner devant la justice, si nécessaire. Allez, vous levez s'il vous plaît, vous montez sur les trottoirs. Et la situation s'avère plus compliquée que prévu. Parmi les 250 personnes qui refusent de quitter les lieux, les esprits s'échauffent. Sera le genre humain. Justice, police partout. Au QG de la préfecture, le commissaire Marc, la responsable des compagnies CRS pour cette manifestation, prend aussi les événements très au sérieux. En accord avec l'état-major, elle prend la décision de faire évacuer, de force s'il le faut. Qu'est-ce qu'ils ont dit, on encage? Encager dans le jargon policier, ça veut dire placer les manifestants en état d'arrestation. À ce stade, c'est le seul moyen de dissiper une foule avant de recourir au lacrymogène. Sur le terrain, voilà comment ça se passe. Le moindre passant est interpellé. Et qu'importe s'il s'agit d'un quinquas un peu ivre. On l'emmener dans le PPI, monsieur, là. Ils vont faire les vérifs. Allez, c'est parti. Hop là. Ou d'une mère de famille qui semble passer là par hasard. Un peu plus loin, un bus spécialement aménagé avec des cellules et des vitres en plexiglas pour encager tout ce petit monde. En 10 minutes, le véhicule est rempli. Les CRS ont arrêté une trentaine de personnes. Tu veux aussi voir ma queue pour savoir si j'ai un truc dans le cul? C'est bien ton délire, ça. Tu veux voir un peu plus loin? Il y a encore une heure, le commandant Égée prévoyait une fin de manifestation plutôt calme. C'est les fins de manifestation, les queues de manifestation où des gens qui ont un peu trop abusé de l'alcool ont envie de rester, de faire des sittings, de bloquer la circulation et je dirais presque de refaire la guerre après la guerre, c'est complètement ridicule. Néanmoins, ça crée une gêne à la circulation et on est obligé d'intervenir. Allez les gars, on y va! Et l'intervention de la compagnie ne va pas s'arrêter là. À 21h, une trentaine d'irréductibles piétinent encore sur le trottoir. Cette fois, le commandant Égée décide de faire charger ses hommes. Mais une mauvaise surprise les attend. Dans le groupe, un manifestant va leur poser un vrai problème. C'est cet homme en costume cravate. On n'est pas là pour planter des fleurettes. Resserrez. Maxime Grémetz est un député communiste. À cause de la présence de ce représentant du peuple, la situation devient immédiatement ultra sensible. Cet homme, avec sa veste en jean, tente de lui faire quitter les lieux. C'est un policier en civil. Mais Maxime Grémetz se dégage et va prêter main forte à ce jeune homme. Il est repoussé par les CRS. Et subitement, il s'effondre. Autour de lui, c'est la panique générale. Sur le terrain, inerte, Maxime Grémetz ne réagit plus. Les minutes s'écoulent.
À la préfecture, l'état-major et le commissaire Marc sont consternés. Qu'est-ce qu'on a alors, les dernières informations sur cette affaire avec Maxime Gremetz? Moi j'aimerais bien avoir des informations précises. Vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas filmer. Notre caméra n'est plus la bienvenue. La situation est trop délicate. Car sur le terrain, le député n'a toujours pas repris connaissance. Le commandant Égée est plus qu'inquiet. Vous pouvez enlever votre casque et aller voir si le député n'est pas mort, s'il vous plaît? C'est un secouriste de la 61 qui va le premier tenter de porter secours au député. Et son diagnostic est rassurant. La personne, si jamais on vous demande, la personne est inconsciente, éventuellement, respire. C'est bon. 10 minutes plus tard, Maxime Gremetz se relève enfin. Pour le CRS, le député en a rajouté. 7e heure, les cinémas d'Audiard. D'accord, ok, merci. Visiblement, Maxime Gremetz est un peu sonné. Mais a priori, il ne s'agirait que d'une chute de tension. Pendant qu'il quitte la place, le commandant Égée vérifie tout de même que toute la scène a bien été filmée par le CRS caméraman. En cas de plainte du député, les images seront portées au dossier. Ok, d'accord. Les batteries sont pleines. Ça a été filmé par nos soins, par le vidéaste opérationnel de la CRS qui a filmé. Et bien évidemment, aucun coup n'a été porté à monsieur le député, bon, qui est tombé. Peut-être qu'il a fait un malaise ou... voilà. Cela, c'est le point de vue des CRS. Mais Maxime Gremetz a une toute autre version. Et l'affaire du malaise du député est loin d'être terminée. Pour le rencontrer, nous nous rendons quelques jours plus tard à la fête de l'Humanité. Nous le retrouvons en plein meeting, face à une centaine de militants. Sa mésaventure avec les CRS fait sensation. Écoutez, je connais les CRS depuis longtemps, j'ai eu affaire à eux souvent dans les manifs, mais là j'ai eu peur pour les citoyens parce que je me suis dit, ils sont prêts à tout. Ce n'est pas possible. Et quand nous l'interrogeons, Maxime Gremetz n'est pas avare de détails. Évidemment. Ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu une poussée de tension très, très fort. Et puis les coups quand même. J'avais une minerve, et puis les coups de pied avec les bouts de fer là, dans les jambes et compagnie, ça part de partout quand même. Ah, vous avez pris des coups de matraque? Mais moi j'étais bien. Oui, j'ai pris les coups de matraque, j'ai pris les coups de, vous savez, de bouclier là. Croyez-moi, hein, ça bouscule drôlement les gens. Et vous avez eu un retour déjà de la direction centrale de la police, Ah non, moi je ne discute pas, je dépose plainte. Il y a les témoins, il y a les cassettes qui d'ailleurs qu'on peut voir, y compris elles sont mises sur des sites. On peut le voir, on voit très bien l'agression. Entre-temps, Maxime Gremetz a saisi la justice. Il a porté plainte contre la 61e compagnie du commandant Égée. L'affaire n'a pas encore été jugée. Retour à Vélizy, au cantonnement de la 61. Dans le climat général de manifestation et de contestation sociale, la compagnie peut être appelée à tout moment. Olivier, jeune brigadier de 37 ans, participe à un entraînement au tir. Olivier appartient à l'unité depuis 13 ans. Et au stand, comme sur le terrain, il porte son gilet pare-balles. C'est obligatoire et pour lui, c'est devenu un réflexe. Olivier, c'est l'instrument indispensable avant une séance de tir? Ah oui, toujours, oui. C'est jamais on peut se faire tirer dans le dos. Entre collègues? Entre collègues, mauvaise manip. Non, mais bon, faut qu'on s'habitue toujours à l'avoir sur soi, donc... L'arme d'Olivier est un Sig Sauer, le même pistolet que tous les policiers, gendarmes et douaniers français. Blessé, là, faut aller chercher! Dépêchez-vous! Une fois encore, l'exercice s'appuie sur une situation vécue. Un collègue blessé qu'il faut secourir et protéger des tirs adverses. Recule! Allez, recule! Allez, la troisième. Ok. Allez, fin d'exercice. On doit en être à 12 impacts, si tout s'est bien passé. 8 et demi, là. Bon, je sais bien qu'il y en a un qui s'est fait barrer. D'accord, non. T'arroses depuis tout à l'heure. Dans leur mission, les CRS ont de plus en plus souvent affaire à des individus armés.
Olivier a eu de la chance. Il n'a jamais eu à se servir de son arme en service. Et j'espère que ça ne m'arrivera jamais d'ailleurs. Et si ça doit vous arriver? À ce moment-là, on réfléchira pas. À ce moment-là, on réfléchira pas. Mais on n'y pense pas à chaque fois, non. Heureusement que non. Sinon, c'est invivable, quoi. Je fais un bon tir, 27 sur 30. C'est bien. La dernière fois, j'avais fait quoi? C'est irrégulier. Fin de l'exercice et de la journée de travail pour Olivier. Contrairement aux militaires, les CRS n'habitent pas en caserne. Olivier peut rentrer chez lui et profiter de sa dernière soirée en famille. Demain, il part en mission pour 15 jours. Il est accueilli par son fils Théo, 7 ans, Léa, sa fille, 4 ans, et Delphine, sa femme. Ici, le métier d'Olivier a conditionné la vie de toute la famille. Je serai policier. Tu seras policier? Oui. C'est vrai? Oui. Déjà à l'école de police et après on verra. Tu veux être policier, Théo? Et pourquoi? Parce qu'on tabasse les gens. Ouais, voilà. Ça, c'est pas bien. On protège les gens. Voilà. Malgré l'habitude, Théo a du mal à s'adapter au rythme des missions et des absences de son père. Papa, j'ai pas envie que tu pars. Ah, je pars que 15 jours, ça va. 15 jours, c'est 5 dodos. Non, c'est 15 dodo. 15 jours. Oh, 15 jours, ça va aller vite, Théo. Bah oui. J'ai loupé quelques trucs avec mes enfants, ça c'est sûr. Hein. Ma fille, je l'ai pas vue marcher. Je suis parti 40 jours et puis quand je suis arrivé à la compagnie et que ma femme m'attendait avec mes enfants, j'ai vu la petite arriver vers moi en marchant. Ah, j'ai craqué là. Là, ça m'a. Là, vite fait, on se remet en cause. Donc le chef de famille, un petit peu, quelquefois, on se dit que on n'en porte que le titre. Hein. Je suis intérimaire, moi. Je suis en intérim, moi, comme chef de famille. Mais bon, c'est choisi, c'est réfléchi. Instrument de torture. La torture d'être toujours sur les routes. Olivier vit 200 jours par an loin de sa famille. Déplacements, heures sup, primes comprises, le salaire d'un CRS, c'est 2000 € net en moyenne. Une vie qui se paye souvent très cher sentimentalement. Tes chaussures de ville, tu vois? Papa, ça, c'est marrant. Comme quoi les femmes de CRS sont indispensables. Ouais. Voilà. Si on n'était pas là, si on n'existait pas, faudrait nous inventer. Ceux qui arrivent à les garder. Non. Pour l'instant, moi, je reste. Si l'on croit ce que nous ont confié hors caméra Olivier et ses collègues, le taux de divorce chez les CRS est de loin le plus élevé de la police. Vélizy le lendemain, au cantonnement de la 61. La compagnie est en plein déménagement, et ce n'est pas qu'une expression. Table, imprimante, matériel de secrétariat et même le bar. Tout est rangé dans 2 gros camions. Destination le nord de la France. Comme toutes les unités CRS qui partent en mission, la 61 doit être capable de vivre en totale autarcie pendant 1 mois. Le patron de cette opération, c'est Jean-Yves, le gérant de la compagnie. Les poils, voilà. Vous êtes totalement autonome. Ah oui, totalement autonome. Si dans 2 jours, vous devez aller à Strasbourg... On va à Strasbourg. Voilà. On va à Strasbourg. C'est déjà arrivé qu'on rentrait d'un déplacement. Oui. Et sur l'autoroute, par radio, on nous annonce, on refait demi-tour et on va faire une autre mission. On sait quand on part, mais on ne sait pas quand on revient. Pour réaliser un déménagement comme celui-là, les CRS n'ont que 4 heures. C'est le temps imparti à n'importe quelle compagnie pour être opérationnel. Allez, let's go, boys! Derrière la voiture du commandant de la 61, prennent place les 30 véhicules occupés par les 150 hommes de la compagnie. Une longue colonne qui prend la direction de Calais. Là-bas, on annonce le blocage de la grande raffinerie du Nord par des syndicalistes mécontents de la réforme des retraites. Ce grand mouvement de contestation mobilise la quasi-totalité des unités CRS. Retour avec Nadia. Nous sommes dans la banlieue parisienne pour l'une de ses premières opérations en tant qu'officier CRS dans les quartiers.
Dans le jargon policier, on appelle ça une mission contre les violences urbaines. Nadia et son équipage sont sur leur garde. Quand les CRS patrouillent dans les cités, ils ne sont pas toujours les bienvenus. Maintenant, l'appréhension quand on entre dans une cité, c'est de se faire, allumer à coups de tir de coups de feu, quoi. Voilà, quoi. Donc ouais, il y a les projectiles, ouais, il y a les pavasses, mais il y a aussi tout ce qui est armes à feu, armes lourdes, quoi. Donc bien sûr qu'on y pense, on fait en sorte d'intervenir en toute sécurité. Mais après, on continue, on fait le boulot. On fait le boulot. Un sentiment qui s'est amplifié avec les événements de novembre 2005. Tout commence à Clichy-sous-Bois suite au décès de 2 jeunes dans un transformateur EDF. Et puis c'est toute la banlieue qui s'enflamme. Voitures incendiées, cocktails Molotov, barrages, affrontements. Durant 3 semaines au cœur des émeutes, les CRS deviennent les cibles des casseurs. Ils se font même tirer dessus, à balles réelles. Un traumatisme pour ces policiers. Éclairez en face à droite là. À l'époque, Nadia finissait ses études de droit. Devenue CRS, elle admire le sang-froid et le professionnalisme de ces hommes. Moi, les flashs que j'en ai, c'est choc, quoi. Hein. C'est super... Cette violence-là, ouais. Des fonctionnaires de police qui prennent des tirs de coups de feu à l'appel, avec des machettes qui se font attaquer à coups de machette. Et il n'y a personne qui riposte avec son arme, on va dire, qui se contente de moyens intermédiaires, waouh, alors qu'ils sont dans le cadre juridique pour utiliser, on va dire, les armes à feu. Ah bah chapeau, quoi. Moi je dis félicitations, les mecs, ouais, c'est des pros, quoi. Il est 23h. Les CRS sont arrivés dans la cité du Clos de la Rose, un endroit jugé difficile. Nadia et sa compagnie doivent prêter main forte à des policiers de la ville pour une opération antidrogue. Nadia aimerait bien un peu d'action. Elle va devoir se contenter de sécuriser le quartier, pendant que les policiers investissent les cages d'escalier. Aidés par des chiens, les ascenseurs sont passés au peigne fin. C'est la nouvelle cache à la mode. Dans celui-ci, le chien ne trouvera rien. Mais dans un autre immeuble, les policiers mettront la main sur 2 sachets de La cité est calme, peu de travail pour les CRS. Nadia est appelée par la commissaire qui gère l'opération pour mettre en place des contrôles routiers. C'est celui qui est. Oui. D'accord, ok. Oui, puisque là, on est assez nombreux. Oui, d'accord, ok. Bah, j'envoie une section là-bas faire du contrôle routier. Ok. Merci. Elle ne l'avait sans doute pas imaginé comme ça. Pour sa première mission CRS, Nadia doit contrôler des voitures. Mais le lieutenant va avoir de la chance. Ces hommes viennent d'arrêter un véhicule suspect. En fouillant la voiture, les CRS découvrent 2 sachets de cocaïne. Nadia décide de faire intervenir Abyss, le chien renifleur. Vous leur demandez le chien, c'est possible d'avoir le chien stup. Pour la fouille du véhicule. Le pic de 41. À peine arrivé, Abyss se jette sur le tapis de sol de la voiture, juste derrière le siège passager. Doucement. Il doit rester encore du produit. Hein. Doucement. Doucement, calme. Personne. Attention à vous. Son acharnement va payer. 3 autres sachets sont découverts. Ouais, prends les bonbonnes. Au total, 5 petits paquets à l'intérieur desquels il y aurait au moins 10 grammes de l'équivalent de 500 € environ. Une belle prise pour les hommes de Nadia. Les 2 suspects sont immédiatement emmenés au commissariat par les CRS et mis en garde à vue. La jeune lieutenant est satisfaite de cette mission, qui avait plutôt mal débuté. Allez, on y va, les gars. C'est plutôt positif. Plutôt. Malgré le secteur plutôt calme. Donc ça remonte le moral. Thank you, mec. Allez. Et vous vous en doutez,
L'actualité à la une, encore et toujours, le conflit des retraites et la guerre de l'essence. Un tiers des pompes à sec. Intervention des CRS cette nuit pour débloquer les dépôts. Il est 2 h du matin, Saint-Paul-sur-Mer, près de Calais. Arrive la 61, la compagnie d'Olivier, avec à sa tête le commandant Égée. Leur mission aujourd'hui, empêcher le blocage de la raffinerie du Nord par une trentaine de grévistes. On va faire en sorte qu'ils laissent rentrer les camions sur le dépôt pétrolier. D'accord, mais par la Voilà. négociation dans un premier temps. Oui, toujours. Cette mission leur a été attribuée au cours de la nuit. Et Olivier a eu à peine le temps de dormir. Fatigué, Olivier? Ouais. Ouais, c'est levé de bonne heure. Ça fait un peu tôt là. Postés à l'entrée même de la raffinerie, les CRS se retrouvent rapidement face aux grévistes. On s'appuie sur le master. Calmement, le commandant Égée déploie ses hommes. Un face-à-face classique entre syndicalistes et CRS. Les deux adversaires se connaissent bien et les slogans sont rodés. Comme nous, vous êtes des fils d'ouvriers. Comme nous. Ah, bah, l'État, policiers. Voilà la réponse de Sarkozy. Là, voilà la discussion, la négociation. On n'ira pas à la France. Chez Olivier, pourtant issu d'une famille de gauche, ces slogans ne provoquent aucune réaction. On n'est pas là pour réfléchir. On réfléchit pas à ça. On comprend, mais on ne peut pas prendre parti. Comme tous les policiers, Olivier est soumis au devoir de réserve. Il n'en dira pas plus. Cette nuit-là, les syndicalistes n'ont pas cherché l'affrontement. Au petit matin, le barrage a été levé. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Olivier, avec Delphine, sa femme, et leurs 2 enfants. C'est l'anniversaire de Delphine, et exceptionnellement, Olivier est en repos. Toute la famille va fêter l'événement chez Michel, la maman d'Olivier. Elle vit seule dans ce pavillon depuis la mort de son mari voici 2 ans. Si bien souvent on est policier de génération en génération, dans la famille d'Olivier ce n'est pas le cas. Bien au contraire, ici on vote à gauche et par principe on se méfie des CRS. Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faisiez en 68? En 68? À la manif? Aux événements de 68? Ah bah, au lieu d'aller au lycée, bah, j'allais caillasser les CRS. Voilà. Vous les insultiez, les CRS? Bah oui, CRSSS. Vraiment? Dommage. Oui, bah oui. Alors quand il a choisi d'être CRS, il a été difficile pour Olivier de faire accepter son choix à ses parents. J'ai juste dit, voilà, je suis sorti, tout va bien, voilà, je suis CRS. Là, il y a eu un grand blanc au téléphone. Donc j'ai eu après mon père au téléphone et il m'a dit, mais tu pouvais pas faire autre chose, t'étais pas bien classé? Ouais, je dis, bah si, justement. Mais bon, effectivement, CRS dans une famille de gauche, entre guillemets, effectivement, ça... On peut pas dire que ça a fait l'unanimité. L'autre tabou du métier d'Olivier, c'est le danger inhérent à ces missions. Même si on déplore peu de morts en exercice chez les CRS, ils préfèrent ne pas aborder le sujet. Car ici, même dans les moments de fête, la peur reste dans toutes les têtes. Comme le souvenir de l'explosion des banlieues lyonnaises en 1994, Olivier était en première ligne. Sur Lyon, ça a été chaud pendant un mois. Pendant un mois, tous les soirs, on se prenait des projectiles. Ils organisaient des guet-apens. Et moi, j'ai pas vu d'armes de poing ni d'armes longues, mais bon, il y avait des barres de fer, des couteaux, Mais c'est vrai que là, on a vraiment flippé. Enfin, moi, personnellement, j'ai flippé. Ouais. Franchement, j'ai eu peur. J'essaye de pas trop y penser, voilà.
C'est ça le truc. Comme madame, voilà. Bah, je pense que c'est Delphine qui est plus confrontée à ça. C'est sûr que si un jour on vient sonner chez moi et c'est quelqu'un que je connais pas qui est habillé policier, un policier qui sonne chez moi et qui me dit Madame, voilà, là je saurais pourquoi il est là. Mais j'espère que ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que j'essaye de pas, j'y pense pas. Et quand vous avez des grosses frayeurs comme ça, vous avez envie de continuer ce métier? Encore plus. Encore plus. Comment on explique ça? Bah, je sais pas, c'est un peu comme une drogue en fin de compte. Hein. Quand on connaît ça une fois, quand on a démonté l'adrénaline, moi, il n'y a que là-dedans, dans ce métier-là, que j'ai eu ça. Si on n'aime pas le risque, c'est pas la peine de faire ça. Quoi. On change de métier, quoi. Voilà. Malgré l'inquiétude de ses proches, Olivier n'a jamais pensé à quitter son métier. Et à 37 ans, il a encore 23 ans de carrière devant lui. Depuis la fin de notre reportage, Olivier, Yannick et le commandant Égé sont repartis sur les routes de France. Leurs missions les ont conduits au Pays Basque et en Corse. Quant à Nadia, nous l'avons retrouvée à la fin de son intervention en banlieue parisienne, autour d'une galette des rois. Pour partager l'épiphanie avec sa compagnie, elle a même laissé tomber l'uniforme. L'occasion de parler franchement avec ces hommes. Nous, on a eu peur. Nous, on a eu peur, oui. On a cru que vous alliez nous faire des misères. C'est vrai? Bon, c'est le cas. Mais bon, on s'en accommode. Ouais, je suis pas si méchante que ça. Rigide. Rigide, mais pas méchante. Non, la plupart du temps, je suis agréable, mais si jamais, s'il le faut, ouais, arrêtez. La semaine prochaine, Nadia repartira en mission avec eux dans les quartiers de Lille. Des hommes avec qui elle partagera son quotidien pendant au moins 3 ans. C'est la vie que Nadia s'est choisie.